Bonjour Jean-Baptiste Sanchez. Bonjour madame. Vous êtes le capitaine de ce formidable bateau Énergie Observer, n'est-ce pas? Vous êtes arrivé vendredi dans la rade de Mamoudzou. Vous y restez, si je ne me trompe pas, jusqu'au 8 mai. Pourquoi vous êtes-vous arrêté chez nous? Alors tout d'abord, en fait, on a un petit peu anticipé cette arrivée parce qu'on devait d'abord faire une escale en Tanzanie. Mais suite à divers problèmes techniques et puis ensuite, pour ne pas prendre de retard sur notre planning, on a préféré venir un peu plus tôt à Mayotte. Et donc voilà, Énergie Observer, qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, c'est l'initiative, donc un visionnaire qui est Victorien Russard. Donc Victorien Russard qui est ancien coureur à la voile et officier marine marchande. Et j'aime beaucoup cette histoire, en fait. Comment est né dans son esprit ce projet. Il était sur une transatlantique et en fait, il s'est retrouvé sans énergie. Donc son groupe électrogène est tombé en panne. Et comme vous le savez, sur ces bateaux, même s'ils fonctionnent, ils sont propulsés par des voiles. Oui. Vous avez besoin d'énergie pour votre pilote automatique, pour vos ordinateurs, GPS, tous vos appareils de navigation, pour faire des météos, etc. Et en fait, il s'est retrouvé donc avec du soleil, du vent. Il s'est dit c'est pas possible, il y a tout un tas d'énergie autour de moi et je peux pas en profiter. Donc c'est là que ça a commencé sérieusement à gamberger dans sa tête. Et ensuite, donc il est officier marine marchande. Et c'est vrai que étant navigateur à la voile, qui aime vraiment profondément l'océan, il supportait plus de voir en fait ces rejets particules et CO2 dans l'atmosphère. Donc voilà comment est né un petit peu dans sa tête de vouloir faire ce projet. Et alors le bateau a commencé son voyage en 2017, c'est ça? Et depuis lors, vous circulez sur les océans. Dans quel but? Alors, ce bateau, il a commencé en fait sa vie en 1983. Puisque au départ, en fait, il a été construit pour Maibirch, donc pour une transatlantique, la Québec-Saint-Malo. Et en fait, il a vraiment un passé mythique, puisqu'il a eu le record, le premier à franchir la barre des 500 000 en 24 heures. Il a gagné le trophée Jules Verne en 1994 avec Maibirch. Enfin, il a un background incroyable, ce bateau. Et c'était vraiment important pour nous, en fait, de faire du recyclage. Puisque, comme vous pouvez le voir, c'est un bateau qui est en fibre composite, donc ce qui n'est pas forcément... Ça ne nous saute pas aux yeux. Oui. Et donc, c'est pour ça que c'était important, pour un projet avec des énergies renouvelables, de faire du recyclage. Donc votre bateau est totalement autonome en énergie. Donc voilà, c'est ça, notre bateau est autonome en énergie. Donc à bord, nous avons plusieurs systèmes d'énergie renouvelable et une chaîne hydrogène. Alors, toutes ces recherches que vous faites, tout ce que vous expérimentez, ces difficultés que vous rencontrez, les solutions que vous trouvez, puisque effectivement, vous voguez sur les mers, donc forcément des problèmes vous en avez, et votre job c'est de les résoudre, et donc vous apportez à la recherche sur ces énergies renouvelables. Qui s'inspire de ce que vous trouvez pour faire avancer ses propres recherches pour améliorer nos conditions de vie dans l'avenir? Alors en fait, on a créé maintenant, il y a 2 ans, Énergie Observer Développement, qui profite vraiment du retour d'expérience du bateau. Oui. L'année dernière, ils ont sorti un groupe Electro H2, donc ça veut dire que c'est un groupe électrogène qui produit de l'électricité, mais avec une pile à combustible. Donc ce qui vous permet d'avoir quelque chose de complètement propre, qui ne fait pas de bruit. Et suivant la provenance de votre hydrogène, si l'hydrogène est vert, vous avez vraiment zéro dans la boucle, zéro en fait rejet particules fines et zéro CO2. Vous voguez sur les mers depuis longtemps. Vous regardez donc le monde tel que nous ne le voyons pas. Comment vous voyez la pollution? Comment vous voyez le réchauffement climatique, les manifestations et les troubles? C'est quoi votre regard sur l'état global de la planète? Alors moi, je suis quelqu'un, pas de pessimiste, mais de très réaliste. Et c'est vrai que notre parcours à travers le monde
Déjà, il y a des belles choses, puisque en fait, nous, ce qu'on fait quand on va à chaque escale, on va essayer d'aller à la rencontre en fait, des gens qui essayent aussi de trouver des solutions durables. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de projets qui naissent depuis qu'on a commencé ce tour du monde. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse justement à notre planète. Ensuite, c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a différentes choses qui font un petit peu mal au cœur, parce qu'on peut voir que visuellement, la pollution, le plastique dans l'océan, là on a passé un an en Asie du Sud-Est, bon, ça fait vraiment mal au cœur, hein, parce que il y en a vraiment partout. Donc c'est un petit peu comme chez nous, hein, il y a 30 ans ou 40 ans, il a fallu commencer à expliquer aux gens, former les gens, à leur dire que voilà, faut mettre ça dans la poubelle, parce que sinon votre papier il va finir dans l'eau et après il va se dégrader, ça va finir dans l'estomac du poisson et puis et dans le nôtre. Et nous ensuite on va le manger. La difficulté finalement de ce changement de comportement qui est indispensable, sinon évidemment on va tous mourir, elle passe par la sensibilisation des habitants, leur faire comprendre les choses, mais est-ce qu'on met suffisamment de moyens pour expliquer aux gens qu'il est urgent d'être plus sobre et plus modéré dans sa manière de consommer et de gérer ses déchets? Je pense que les gens n'ont peut-être pas encore compris finalement l'importance de préserver notre planète si on veut vraiment vivre dans des conditions acceptables. Parce que c'est clair que là, si on continue comme ça à consommer à outrance et à piller toutes les réserves de la planète, ça va pas aller très loin, ça c'est sûr. Et ça va pas bien se terminer surtout. Et ça va pas bien se terminer. Vous avez parlé de l'Asie du Sud-Est. Là, vous êtes maintenant autour de l'Afrique, des pays extrêmement pauvres. Comment est-ce qu'on peut concilier une vie extrêmement pauvre, démunie, où le but de la journée c'est de trouver quelque chose à manger, avec la protection de la planète et éviter de jeter des déchets? Est-ce que les gens, finalement, c'est leur préoccupation première? Alors là, donc c'est vrai que ça sort de mon domaine d'expertise. Mais vous êtes passé, vous avez regardé. Après, je pense que déjà, en premier, c'est vraiment les pays les plus riches déjà à faire ces transformations en profondeur. Ensuite, tous ces pays en voie de développement, finalement, essayer de passer peut-être à des modes de consommation et des modes de production d'énergie moins polluants, donc, puisqu'ils peuvent sauter des étapes. Et après, c'est vrai qu'effectivement, si les gens sont pauvres et que la première chose qu'ils veulent faire, la première chose qui est dans leur tête, c'est de pouvoir nourrir leur famille, effectivement, on peut pas les accabler, mais voilà, il faut essayer de les aider et de leur montrer la bonne voie à suivre. Alors justement, c'est quelque chose que vous faites avec ce bateau, essayer de démontrer qu'on peut continuer à se développer, mais en étant plus protecteur de la planète. Est-ce que concrètement, vous pensez aujourd'hui qu'on est en capacité technologique de pouvoir renoncer aux énergies et aux hydrocarbures pour développer d'autres moyens de continuer à se développer et à survivre en fait? Alors en fait, je pense que économiquement, on peut pas passer tout de suite en fait à notre modèle. Donc il va falloir en fait, il y a pas mal d'étapes, mais effectivement nous, dans tous les cas, on ne monte personne du doigt en disant ce que vous faites, c'est mal, etc. Nous, on dit, voilà, à bord, on a en fait déjà finalement des systèmes qui fonctionnent, qu'on teste dans des conditions hostiles, puisque en mer, ça va être très corrosif à cause du sel. Ensuite, il va y avoir des grosses différences de température, il va y avoir l'humidité, il va y avoir les mouvements de plateforme. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que si ça fonctionne sur un bateau, ça peut fonctionner partout. Okay. Et ensuite, on développe donc une chaîne hydrogène. Donc à bord, pour des raisons d'autonomie, nous, on a décidé de produire notre hydrogène en fait par nous-mêmes, parce que avec notre tour du monde, ça aurait été difficile de trouver un peu d'hydrogène partout.
Et en fait, on pense que ce modèle est sympa parce que finalement, si vous produisez votre hydrogène avec des énergies renouvelables, eh ben, tout votre cycle va être décarboné avec zéro émission particules fines et alors, CO2. Ça sert à quoi l'hydrogène? Alors, l'hydrogène, en fait, c'est un peu bébête comme question. Non, mais c'est une très bonne question. Donc nous, en fait, on la produit par électrolyse, donc c'est une réaction électrochimique. Donc on va casser la molécule d'eau, on va obtenir de l'oxygène, de l'hydrogène, on va conserver que l'hydrogène, qu'on va comprimer, qu'on va stocker dans des bouteilles. Donc on appelle ça du stockage à long terme. Oui. Et ce qui est nettement, on pense, nettement mieux que de stocker sous forme batterie, donc de stocker l'énergie dans des batteries, puisque le problème des batteries, comme on le sait, on a besoin de métaux rares et c'est difficile à recycler. Donc si c'est des métaux rares, ça veut dire qu'il n'y en aura plus dans pas longtemps. Donc ce n'est pas encore la bonne solution. Donc la solution hydrogène, quand elle est produite avec des énergies renouvelables, ça veut dire que, donc, comme je vous dis, toute la chaîne est propre. Ensuite, ce qui est bien avec l'hydrogène, c'est que c'est complètement complémentaire avec les énergies renouvelables qui sont pour la plupart intermittentes. Ça propulse le bateau, l'hydrogène, c'est ça? Alors, indirectement, en fait, avec l'hydrogène, donc vous l'injectez dans une pile à combustible. Donc vous avez aussi une réaction électrochimique. Et donc avec cette pile à combustible, vous produisez de l'électricité et de la chaleur. Et c'est ça qui fait avancer le bateau. Et l'électricité, nos moteurs en fait de propulsion sont des moteurs électriques. Et donc ça nous permet de propulser le bateau. Comment vous trouvez de l'eau? L'eau, en fait, dessalez. On dessale l'eau, ouais, tout à fait. Et vos déchets, vous les gérez comment? Alors les déchets, déjà, on va essayer d'en avoir le moins possible, puisqu'on va acheter un maximum en vrac, donc pour tous les produits secs. Et ensuite, on va, là où on a des emballages, etc., on va les stocker jusqu'à l'escale suivante. Jusqu'à l'escale suivante. Et donc là, une fois que vous quittez Mamoudzou, enfin Mayotte, vous allez donc à Zanzibar, c'est ça? Non, en fait, on va en Afrique du Sud. Donc on a un rendez-vous important puisqu'on rejoint notre village itinérant, puisque en fait on peut pas faire visiter malheureusement le bateau à tout le monde. Donc en général on fait ses priorités pour les politiques, les officiels, les écoles, puisqu'on pense que c'est vraiment les enfants qui sont le plus à même de changer demain. Et donc on a ce village qui va permettre en fait d'expliquer les différentes technologies. Et, il va y avoir une expo, etc. Donc c'est ouvert au grand public, c'est gratuit. Et donc voilà, on a rendez-vous avec eux le 7 juin au Cap. Donc il vous faut un petit mois pour partir de Mayotte pour rejoindre l'Afrique du Sud. C'est ça. Alors en fait là finalement on attend à Mayotte que la saison cyclonique dans l'Indien Sud soit terminée. Et ensuite on se laisse le temps d'aller en Afrique du Sud, puisque là on va se retrouver en plein hiver et forcément il va y avoir pas mal de dépression. Et donc pour préserver le bateau, on va sûrement faire beaucoup d'escales. Des petits sauts de puce, comme on dit, en attendant la bonne fenêtre météo. Et vous êtes vous-même sur le bateau depuis 2017 ? Moi, j'ai fait mon premier voyage à la fin du Tour de France en 2017. Et oui, voilà. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'être venu sur le plateau ce matin pour nous partager avec nous cette expérience et votre regard sur notre planète. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes.